Pendant ces 8 jours, on leur expliquera, ils recevront des cours, des cours de façon pluraliste. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un parti politique qui leur expliquera ce qu'est la Constitution. Ça sera des professeurs d'université, ça sera ça pourrait être aussi des avocats de différents pays étrangers qui expliqueront en quoi la Constitution leur est utile, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien. Et on pourra, nous, en tant qu'initiateurs, les citoyens constituants, mais il y a d'autres initiateurs en France, leur proposer des travaux pratiques, justement d'ateliers constituants, pour qu'ils se rendent compte que même eux sont capables de le faire et sont capables de s'y intéresser et sont capables de sortir des bonnes idées en se faisant aider peut-être par des rédacteurs, par des médiateurs, et puis grâce à des protocoles de sociocratie ou à un protocole de sociocratie. Je dis des parce qu'il peut y avoir plusieurs protocoles candidats. Nous, on travaille avec un protocole de sociocratie qui fait que dans chaque groupe, y compris les petits groupes de 8 personnes, on nomme toujours un médiateur qui est celui à qui on va demander la parole. On mesure les temps de parole de façon à éviter que quelqu'un, comme moi maintenant, ne parle plus de 3 minutes d'affilée. Et on nomme un secrétaire, et éventuellement même un secrétaire adjoint, qui fera un compte-rendu et qui éventuellement permettra de... Lui aura le droit de faire des points techniques pour interrompre ceux qui parlent, pour dire, bon, dans ce que je rapporte, est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire? Et qui, à la fin de cet atelier constituant, qui peut durer 2 heures, 2 heures et demie, écrira avec les membres du groupe la synthèse, qui peut être un article ou une idée, ou le rejet d'un article précédemment voté. Et entre une assemblée plénière et ces petits groupes-là, il y a des présentations qui sont faites, où chaque groupe, après, présente le travail qui a été fait en assemblée plénière, et l'assemblée plénière pose des questions à ceux qui faisaient partie du groupe, émet des objections, ces membres-là voient s'ils peuvent revoir le texte qu'ils ont fait, pour répondre aux objections qui peuvent être émises, et ensuite il y a un vote en assemblée plénière. Alors ça, c'est un travail que nous faisons une fois par mois dans des ateliers constituants, mais dans l'assemblée constituante en vrai, où la plénière sera beaucoup plus grande, il faudra peut-être différents niveaux de hiérarchie, et je pense que chaque article devrait être, avant d'être complètement validé en plénière, devrait tourner dans différents petits groupes de 8 personnes, de façon à être peaufiné d'une part, et puis que toutes les idées puissent être balayées, et qu'on puisse arriver à des articles qui font consensus. Alors si je suis trop long ou si vous voulez m'interrompre, vous pouvez. Hein. Alors aucun parlementaire de la Ve République, dedans, dans le principe, à partir du moment où on tire au sort, c'est parce qu'on ne veut pas des professionnels de la politique. Maintenant, si on tire au sort 1000 citoyens parmi tous les Français, et que parmi eux, il y a un professionnel ou même un parlementaire élu, il sera tellement minoritaire que, d'une part, il ne sera pas gênant, et puis d'autre part, il pourrait être intéressant qu'il apporte une expérience qui sera la sienne, quel que soit son bord, parce que ça sera beaucoup plus une expérience peut-être du travail fait, etc. Donc, j'ai pas envie de mettre d'exclusive à ce niveau-là, mais bon, ça, on est dans le détail. Autant de femmes que d'hommes. Alors, je suis pour l'égalité homme-femme, mais le tirage au sort va mécaniquement nous donner une proportion assez proche d'hommes et de femmes, qui sera peut-être pas à l'égalité stricte, ça sera peut-être plus d'hommes, ça sera peut-être plus de femmes, et on pourrait très bien, comme ça s'est fait au M6R, ou comme ça se fait, je crois, chez vous dans la France Insoumise, s'attacher à faire une égalité stricto sensu de 50-50. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, parce que je reconnais volontiers que le sexe est un marqueur, on va dire, comportemental et qui peut jouer sur les opinions, mais ça n'est qu'un des marqueurs. Il y a d'autres marqueurs qui sont l'âge, qui sont l'implantation géographique, qui sont la richesse, qui sont le type d'habitation, en appartement, en maison, en banlieue, dans les cités, à la campagne. Et tous ces marqueurs-là, un tirage au sort global les prendra en compte avec une certaine marge d'erreur. Mais si on veut s'attacher à fixer un de ces marqueurs, à en choisir un marqueur homme-femme par exemple, puisque c'est de ça que je parle,
si on veut le fixer, ben, du coup, on risque d'affaiblir la statistique sur les autres marqueurs, qui sont tout aussi importants. Et donc, on va dire que cette problématique de l'égalité homme-femme, elle est prise en compte à ce niveau-là. Alors bien sûr, peut-être qu'il y aura lieu de s'attacher pour les minorités ou au niveau du taux d'acceptation. Mais il ne faudra pas le faire à ce moment-là, ça risque d'être compliqué, mais il ne faudrait pas le faire qu'avec les marqueurs hommes-femmes. Si par exemple, parmi ceux qui sont tirés au sort, il y a plus d'hommes en pourcentage qui acceptent la mission que de femmes, alors on pourrait très bien dire on va tirer au sort que parmi d'autres femmes pour compléter. Oui, enfin, là je suis en train d'ouvrir une porte, mais enfin, disons que c'est des questions qui peuvent se poser parce que à ce moment-là, si on fait ça, il faudrait aussi se poser la question du taux d'acceptation parmi les riches et les pauvres, parmi les habitants parmi ceux qui ont un niveau socio-culturel plus élevé et ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et voilà, ça repose toutes ces questions-là. Donc c'est plus un débat que j'ouvre que des réponses que j'apporte à ce niveau-là. Désignation de la proportionnelle nationale, ben, tout le monde aura compris que le tirage au sort, c'est de la proportionnelle, avec une petite marge d'erreur. Alors, sur la question de cette petite marge d'erreur, il y a des statisticiens qui sont capables de calculer que si on tire 1000 citoyens au sort, il y aura dans 95% des cas une représentation identique à la population française à 5% avec une marge de 5% d'erreur. Autrement dit, il y aura par exemple, au lieu d'avoir sur une assemblée de 1000, au lieu d'avoir 500 femmes, on aura dans 95% des cas entre 475 et 525. Je sais plus ce qu'on veut dire. C'était sur la marge d'erreur. Ah oui, sur la marge d'erreur. Donc il y aura forcément une marge d'erreur. Mais cette marge d'erreur, on peut la compenser quand il y aura des votes en disant bah, il faut un quorum peut-être de 60% de votes favorables pour adopter un texte. Ce qui fait que l'idée de la constituante tirée au sort, c'est que l'Assemblée constituante sera un échantillon représentatif de la population et que cette Assemblée constituante, ce qu'on espère d'elle, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle émette les votes que nous aurions tous voté, nous, à 40 millions d'adultes, si nous avions eu à voter sur tous les textes. Alors, avec une différence, et une différence importante, c'est que si on demandait à tous les Français de se prononcer sur tous les textes, ben, ça serait très lourd, ça demanderait beaucoup de temps, d'études, etc., de débats, et on aboutirait, et tout le monde ne ferait pas ce travail-là, ce qui fait que ça serait des votes non éclairés. L'avantage d'une assemblée constituante constituée, de gens rassemblés, qui débattent avec un protocole, qui écoutent des experts, tout comme des jurys dans un tribunal vont écouter les plaidoiries, vont écouter les expertises, vont écouter l'avocat de la défense, le procureur, etc., et vont se faire une opinion sur les questions qui vont leur être posées, donc vont élever leur niveau de connaissance. Les citoyens tirés au sort dans l'Assemblée, les constituants, élèveront leur niveau de connaissance par des auditions. Je pense qu'il faudra que sur chaque sujet, ils écoutent des experts, alors des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, c'est-à-dire que si par exemple il y a des experts qui sont partisans d'une assemblée constituante, d'un parlement unique, et puis d'autres qui sont des partisans de deux chambres, eh bien il faudra qu'ils écoutent les deux, qu'ils puissent leur poser des questions. S'il y a des experts qui sont partisans que les deux chambres doivent être élues, et puis d'autres qui sont partisans qu'une chambre doit être tirée au sort, ces citoyens devront écouter les experts, développer leurs arguments, pourront leur poser des questions, pourront les faire débattre devant eux, et donc vont élever leur niveau de connaissance. Et donc, au final, peut-être que ces citoyens tirés au sort ne vont pas écrire les mêmes textes que ce qu'ils auraient écrit s'ils n'avaient pas eu cette élévation de niveau, et ce que nous aurions tous écrit à 40 millions, mais ça sera du travail qui sera de qualité. C'est-à-dire que ça répond au problème, à l'objection de compétences
qui est faite au tirage au sort par rapport à l'élection. Les gens pensent que quand on élit des gens, on va élire des gens compétents, et que quand on tire au sort, le problème c'est que les gens ne sont pas compétents. Ce qui est vrai, mais il y a ce processus justement de délibération et d'audition qui va élever ce niveau de compétence et donc annuler ce problème. Ben voilà, j'ai balayé ces points-là, j'ai parlé pas mal, donc je pourrais peut-être trouver d'autres choses à débattre, mais je préfère peut-être voir si vous avez des réactions ou des questions par rapport à ce que j'ai dit. Moi j'ai noté, donc vous avez créé une association de constituants depuis quand? Alors il y a 4 ans. D'accord. Alors je peux dire également ce qu'on a... Il y a combien de personnes? Bah, ça varie, disons on a créé l'association au niveau national en se basant pas mal sur des réseaux sur Internet, etc., Facebook, des réseaux de forums qui parlaient de tirage au sort, qui parlaient de constituantes, etc. Donc au début, quand on a fait notre soirée de lancement, on devait être à peu près une centaine, je crois. Grégory est un de nos membres et il a été le premier trésorier de l'association, je crois, ou deuxième. Deuxième tir au sort. Deuxième. Et puis, comme... On ne veut jamais de trésorier dans les assos. Oui, parce que nous pratiquons le tirage au sort. Je reviens sur un thème qui nous est cher, Oui. sur la parité, donc c'est moitié-moitié dans cette assoce Alors, on aimerait bien, mais parmi nos 10 membres fondateurs, il y a une femme, mais c'est sur le volontariat. Je veux dire, si, oui, non, mais... Il me semble que c'est un tiers, 2 tiers. Pardon? C'est un tiers, 2 tiers. Au niveau des membres? Un tiers de... Au niveau des membres, d'accord. Pas forcément kiff, mais... Et dans nos ateliers constituants, il y a effectivement souvent plus d'hommes que de femmes, et il est arrivé qu'il y ait plus de femmes, et on était très contents. Alors moi, ce que je voulais... c'est toujours moi qui parle, je suis désolée. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement à l'origine, quelle a été votre motivation de créer cette association? La motivation, c'était, d'une part, c'était la convocation d'une assemblée. On peut avoir des motivations différentes chacun. Oui. La mienne, c'était effectivement qu'une assemblée constituante tirée au sort soit promulguée et puisse écrire une constitution qui aura une légitimité que n'aurait pas une constitution que j'écrirais moi-même. Je peux très bien, moi, me renseigner et puis écrire une constitution et puis dire, voilà, c'est la mieux et puis la défendre. Mais le problème, c'est que elle n'aura aucune légitimité. Chacun peut faire ça. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un exercice intéressant, parce que si chacun le fait, ben, chacun va aussi élever son niveau. Et dans le cadre d'un débat constituant, chacun va se faire des opinions et pourra argumenter dans des délibérations. Donc, pourquoi pas, mais il ne faut pas, y compris nous en tant qu'association, on ne prétend pas, même dans nos ateliers constituants, écrire la Constitution. Alors justement, les membres de votre association ont été, parmi donc, toutes les personnes que vous connaissiez via les réseaux, etc., ont été tirés au sort. Alors les membres, non, les membres, vous pouvez adhérer demain, vous serez de membre. Par contre, quand on fait notre assemblée générale, on tire au sort les membres du conseil d'administration. Malheureusement, pour le moment, on n'est pas assez nombreux, parce qu'on est monté à une centaine, et puis je n'avais pas fini de répondre à la question. Donc il y avait des membres d'un peu toute la France, mais la grande majorité était de la région parisienne. Donc il n'y a que les membres de la région parisienne qui de fait se sont réunis et ont mené l'activité. Les autres étaient invités à essayer de regrouper autour d'eux d'autres citoyens pour pouvoir faire des antennes, mais ça ne s'est pas fait pour le moment. Et donc, du coup, ils se sont un petit peu découragés, ils n'ont pas renouvelé. Puis même nous, moi personnellement, je n'aime pas demander une cotisation à quelqu'un à qui je ne propose pas. Ou alors, il faut dire que c'est du soutien, mais on ne pourra pas le tirer au sort. Enfin, on peut le tirer au sort s'il vient à l'Assemblée Générale, mais le problème, c'est qu'on n'aura pas les moyens de le défrayer s'il vient une fois par mois à nos réunions mensuelles. Et nous demandons aux membres qui sont du conseil d'administration de venir à chaque réunion mensuelle. Donc c'est des problèmes techniques, des problèmes financiers, des problèmes, mais il n'y a pas de problème idéologique derrière ça. Oui. Enfin non, pas d'après, mais Jean-Luc Mélenchon proposait, entre autres choses, parce que quand il en parlait, de faire un bureau
où les gens qui faisaient pas partie de l'Assemblée constituante pouvaient aller faire des propositions d'articles ou de lois, enfin je sais pas quel est le terme. Et dans votre projet, est-ce que vous intégrez ça ou comment? Moi j'aurais tendance à dire en tant qu'association, on ne s'est pas prononcé là-dessus. Par contre, on a organisé un atelier constituant dans lequel j'avais posé cette question-là. Et on a travaillé à un groupe de 8 pendant 2h30. On a sorti quelque chose d'intéressant qui est publié d'ailleurs sur le site atelierconstituant.org. Vous allez voir sur l'association de Paris, il y a des comptes rendus de nos réunions, alors des articles soit que nous avons voté pour, soit que nous avons refusé, soit que nous considérons à retravailler. Mais en l'occurrence, l'article avait été adopté et on avait vraiment fait, là c'est plus qu'une modalité, c'est vraiment un processus où on disait il faut que chaque citoyen puisse interférer avec l'Assemblée constituante. Maintenant, s'il y a 40 millions de citoyens et 1000 constituants, il y a fort à parier qu'il y aura des milliers tous les jours de propositions et qui seront noyées, ça ne sera pas gérable. Donc il faut trouver un moyen de gérer ça. Donc tous les citoyens qui ont des idées, on les invite à fédérer autour de leurs idées sous forme de pétitions d'autres citoyens. Ça c'est une idée qu'on avait déjà depuis un certain temps, mais on se posait à partir de combien de signatures est-ce qu'on va accepter ou refuser. Et en fait la réponse toute simple qu'on fait, c'est que ça va dépendre de notre capacité, enfin, pas de nous, ça va dépendre de la capacité de l'Assemblée constituante à gérer les propositions. Et donc, l'idée, c'est que tous les mois, on ressorte des pétitions qui arrivent, celles qui sont les plus signées. Sachant que les pétitions qui ne sont pas les plus signées sont qualifiées pour avoir d'autres signatures pour être représentées le mois suivant. Et en fonction de la capacité de traitement, on peut très bien avoir sur les 1000 constituants un comité de 50 constituants qui va éplucher les pétitions qui arrivent. Alors elles seront qualifiées pour être débattues. Ils pourront rendre un premier avis, parce que c'est pas parce qu'une pétition est signée beaucoup qu'on va lui donner le droit, parce qu'une pétition peut être le fruit d'un lobby puissant, et donc c'est pas parce qu'on va l'analyser qu'on va faire entrer ça dans la Constitution. Les seuls qui ont la légitimité pour le faire, c'est l'Assemblée tirée au sort. Mais une cinquantaine, par exemple, auront une certaine légitimité pour faire un tri, et puis après, ils rendront des avis, et en fonction de ces avis-là, eh bien, ça se traduira par des prises en compte de ces propositions-là. Refusées, acceptées ou amendées. Ouais, bon, déjà en te remerciant de ton propos. Moi je suis Alexis Corbien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une situation un peu particulière, je suis un des porte-parole aussi de la campagne, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et puis c'est aussi moi qui ai l'honneur de porter nos couleurs aux élections législatives qui viennent. Bon, mais sur notre sujet, je vais dire quelques mots de ce que je pense de choses que tu as dit, mais de rappeler d'abord que c'est une bonne chose, il faut s'en féliciter, qu'on ait un débat qui traverse aujourd'hui de plus en plus cette élection qui est souvent assez confuse, avec des candidats sans programme, des candidats impactés par des affaires et qui produit un effet de pourrissement sur l'ensemble du débat. Il n'empêche, par rapport à ce que nous portions, notamment en 2012 avec Jean-Luc Mélenchon, cette revendication d'une Assemblée constituante pour une 6ème République, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on avait fait un de nos plus gros rassemblements, place de la Bastille. Je trouve que 5 ans plus tard, toute une série d'autres candidats le reprennent. Et il faut toujours se féliciter quand on produit, quand il y a un élargissement de certaines idées. On n'est peut-être pas encore hégémonique sur le débat, mais n'empêche que ça fait du bien de voir que cette question-là est au cœur du débat. Sans doute en raison du fait que durant ce quinquennat, l'utilisation du 49.3 a amené à ce que beaucoup de gens prennent conscience que la question sociale, bien entendu, est importante, la question écologique, mais il y a un lien évidemment entre les questions démocratiques et la façon dont on peut déployer ou pas une réponse sociale ou écologique. Et ça, c'est bien. Souvent, des copains qui sont plus, je leur jette pas la pierre, ont tendance à dire mais les gens s'en foutent de la 6ème République, il faut augmenter les salaires. Oui, d'accord, mais bien sûr, on s'aperçoit que la manière de créer un rapport de force, y compris avec les puissances d'argent, passe aussi par le cadre institutionnel qui le permet ou pas. Quand vous avez des institutions autoritaires qui mettent à distance le peuple, qui fonctionnent même quand les gens s'abstiennent, qui concentrent des pouvoirs sur quelques individus, il va de soi que la lutte des classes, pour parler comme on disait avant, elle se déploie moins que dans une institution qui a une légitimité. Bon, ça c'est petit 1.
Petit 2, sur la question de la légitimité, justement, je crois qu'aussi, même à travers la manière dont Fillon prend la question, la remise en cause de beaucoup d'institutions amène à ce que tout le monde comprenne qu'il y a un moment de trouble tel dans le pays que ça devient de plus en plus pertinent de dire il faut se refonder comme peuple, discuter ensemble pour voir qu'est-ce qui nous rassemble. Nous sommes une nation civique, qu'est-ce que c'est que nous voulons faire ensemble, et par définition, nos institutions doivent exprimer c'est quoi le contrat. Donc ça, c'est bien. Alors, donc Assemblée constituante, et tu as raison de dire que la question de l'Assemblée constituante, c'est pas une coquetterie, c'est pas une obsession, c'est pas une manière sectaire de prendre les choses, mais c'est fondamental par rapport à ceux qui parlent de 6ème République. Je vois, sans polémique aucune, mais y compris le candidat du PS qui reprend l'idée de la 6ème République, très bien, bravo, mais en même temps propose comme méthode, je l'ai vu dans le protocole d'accord qui passe avec Europe Écologie Les Verts, c'est une conférence citoyenne en vérité, à 3 tiers, avec un tiers de parlementaires, un tiers de sages. Alors imaginons que les sages, c'est les spécialistes, des professeurs de droit. Non mais pourquoi pas, d'ailleurs après on peut s'interroger de qui est qualifié comme un sage, et après des citoyens dont on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ils arrivent là. Bon, c'est en deçà de la main, selon nous, sur cette idée d'Assemblée constituante. Mais là, il y a un petit débat avec toi ou avec les amis qui portent la question du tirage au sort intégral, qui a amené à ce que la France Insoumise n'a pas complètement repris cette idée. Quoique, c'est que, totalement d'accord avec toi sur l'idée, c'est pas un problème de compétence. Ça, on est d'accord. Les citoyens tirés au sort seront à l'image, il y aura des gens compétents, il y aura des gens qui deviendront compétents, et puis il y aura même des incompétents jusqu'au bout, mais enfin bon, bref, ça c'est pas une problématique. Mais nous, à ce stade de réflexion, dans les débats qu'on a eus, c'est qu'en même temps, il y a un caractère positif au débat autour de l'élection de députés constituants. Et moi, ce qui me gêne, entre guillemets, le plus dans le tirage au sort, à ce stade, on peut imaginer peut-être que dans quelques temps, dans une démocratie qui aura progressé, où les citoyens seront plus habitués à ce mode-là, mais je pense que dans le moment de turbulence dans lequel nous serons, où nécessairement quand même cette question-là devra de changer d'institution, il faudra quand même veiller à ce que le peuple reste mobilisé pour dire les choses clairement. Et qu'on le veuille ou non, une élection de députés constituants sera un moment de politisation du pays, de confrontation d'idées, et peut être positif. C'est-à-dire que nous, en gros, pour schématiser la manière dont on a un peu présenté les choses, Jean-Luc Mélenchon est élu, imaginons, au mois de juin, il y a une élection classique de députés type 5e République, on ne va pas commencer le mandat en suspendant les élections, mais l'article 11 de la Constitution peut permettre à ce que le président de la République pose une question par référendum, m'autorisez-vous à convoquer une élection pour rediscuter des modes d'organisation. Bon, et si le peuple répond oui, on imagine que vers octobre, je dis ça, enfin, je veux dire après l'été, nous lancions une élection pour élire des députés constituants. D'où notre idée, que tu pointais tout à l'heure, de dire la condition c'est qu'aucun des candidats ne soit parlementaire sortant, et l'engagement qu'ils prennent, c'est qu'aucun des candidats qui seront élus députés constituants ne pourront être parlementaires dans l'Assemblée qui suit, afin de ne pas rédiger une constitution sur mesure. Alors dans ce cadre-là, il est vrai qu'on rajoute l'idée qu'on est assez favorable, alors peut-être que tu vas trouver ça Michou, excuse-moi, c'est qu'on trouve... On va changer des arguments. En même temps, bon, parce que l'idée de tirage au sort, elle est intéressante, elle est fertile en même temps. Moi j'avoue que j'ai évolué là-dessus, je la trouvais un peu baroque dans le premier temps, et en même temps je vois bien comment elle brasse aussi, c'est qu'on peut accepter l'idée qu'un certain nombre de membres de cette Assemblée constituante, pourquoi pas un tiers, sont aussi tirés au sort. Bon, ça pourrait être, voilà un peu comment, à ce stade de réflexion, nous sommes, mais voilà, après je ne peux que me féliciter, et vraiment pas par démago, que c'est bien que des citoyens discutent de ça, y réfléchissent, l'idée des ateliers constituants c'est important, cherchent à développer des arguments, il faut qu'il y ait un désir d'assemblée constituante dans le pays qui naisse, et il doit transcender ce désir constituant les forces politiques traditionnelles. Là, je suis assez convaincu de ça. C'est pourquoi moi, je me félicite que toute une série de gens reprennent l'idée qu'il faut une 6ème République. Ils le disent avec leurs mots, ils le disent pour certains pour récupérer des idées qu'ils croient bonnes, mais même à leur façon, ils diffusent l'idée que la 5ème République est à bout de souffle et que ça n'est plus tolérable et que finalement, tous ceux qui gardent dans l'angle mort la question de la 5ème République sont finalement des gens qui sont prêts à se glisser dans le costume du monarque présidentiel. Et même s'ils sont plus jeunes, même s'ils sont plus souriants que d'autres, en dernière analyse, c'est le même système qui continue. C'est quelqu'un qui concentre beaucoup de pouvoir et qui pense que lui, parce qu'il a mieux compris, parce qu'il est mieux ceci, il est mieux cela. Bon, voilà, toute une série de choses qui sont, selon nous, vraiment au cœur de la difficulté que nous rencontrons. Donc tu vois à peu près ce sur quoi on marche dans la même direction, mais où nous, peut-être étant
trop frileux à tes yeux, mais entends l'argument qu'il y a malgré tout une pertinence qu'il y ait des élections, des confrontations d'idées, des candidats, une campagne électorale afin d'élever le niveau dans le pays de désir constituant. Et le problème du tirage au sort, je trouve, c'est que c'est un peu à froid. C'est-à-dire que ça amène à ce que, même si ce n'est pas un système, ça peut donner l'impression que bon, mais des gens ont été tirés au sort, on va les regarder travailler. Alors tu règles le problème en disant, bon, il peut y avoir des pétitions, etc. Mais ça crée une distance, me semble-t-il, ça peut la créer du moins, avec beaucoup de gens qui risquent de dire, bon, mais ils travaillent entre eux, et on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de faire, et le peuple peut se sentir détaché de cette instance, et moi je considère qu'il faut quand même qu'ils se sentent très attachés, très impliqués, et qu'ils se sentent représentés. Mais sans doute je ne te convaincrai pas, parce que ça... non, tu sais, moi non plus, je n'étais pas convaincu par le tirage au sort avant. Et entre le moment où j'ai commencé à en entendre parler sur Internet et le moment où je me suis dit, oui, c'est quand même ça qu'il faut faire, il s'est peut-être passé un an, où j'ai regardé des vidéos, où j'ai d'abord trouvé ça amusant, ça me semblait loufoque, ça m'amusait, et je cherchais un petit peu la faille. Et donc j'allais regarder d'autres vidéos, etc. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait des réponses à chaque... Donc, par rapport à ton objection et tes arguments, il témoigne d'une préoccupation qui est également la mienne, sauf que je n'y apporte pas la même réponse. Quand tu dis qu'il faut que les citoyens s'approprient la question politique que toi tu penses vouloir initier par une campagne, moi je pense, et là je peux préciser également dans les règles de l'Assemblée constituante telles qu'on les veut, il faut qu'il y ait absolument une transparence de tous les débats, et je dirais même des formations. C'est-à-dire que les constituants qui recevront des formations par des experts dont je parlais, mais j'ai des trop brefs là-dessus, non seulement des experts, mais je pense que même chaque parti politique doit être qualifié pour venir expliquer la constitution qu'ils voudraient, eux, que les constituants adoptent. Et donc ces débats-là de formation des constituants seront retransmis, doivent être, ou devraient être. Alors le problème c'est qu'à un moment donné, il y a un peu le chat qui se mord la queue, c'est le problème des médias et de l'indépendance des médias qui appartiennent aux milliardaires, mais on peut supposer que dans un processus, si on en arrive à tirer au sort une assemblée constituante, c'est que l'opinion aura quand même suffisamment mûri pour être capable de mettre en place des médias qui seront le média de référence sur lequel ils viendront assister à ces débats. Entends cette objection, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que dans un moment, là, des calendriers politiques où on est élu en juin et où on veut régler cette affaire en octobre-novembre, j'entends ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'on sera en capacité d'avoir réglé ça? Moi, en octobre, ou tu vois, à peine 3-4 mois. Mon opinion, alors ça va être la douche froide, j'en suis désolé, mais c'est que vous ne serez pas élu. Enfin, c'est que Mélenchon ne sera pas élu. Non, mais ça, d'accord. Oui. Non, mais ça, j'entends cet argument. Mais c'est pas un argument, c'est une... Même si tu vas voter pour lui. Non, mais... admets que toi et moi, on réfléchit à si ce cas de figure se présentait. Il va de soi que s'il ne se présente pas... Si le cas de figure se présentait, on va dire que si on est dans le cas de figure où Mélenchon va l'emporter, sur cet axe-là, bien sûr, si c'était sur un autre, mais sur cet axe-là, ça signifierait que... et en ayant mis ça en avant, on va dire, parce qu'il peut très bien mettre ça en arrière, et il pourrait très bien... Mettre ça quoi, pardon. Non, il pourrait très bien être élu sur des questions de retraite à 55 ans, enfin, je sais pas, sur des questions sociales, en ne mettant pas en avant la question de la constituante. Mais à supposer... Tu admets que non, on fait des hypothèses. Pardon, c'est le premier point de notre programme, on ne va pas le changer encore, je te rassure. On m'a donné des fiches, alors j'ai pas vu... le bougre. Non, regarde notre livre L'avenir en commun, notre programme, on le met en premier point. Là-dessus, c'est pas, je crois qu'on sera tous d'accord, on l'avait déjà mis en 2012 en premier point, on le remet cette fois-ci. Très bien. Tu peux même le vérifier. C'est pas un procès d'intention. Non, mais tu as raison, avec plaisir, je te le dis, parce que je pense que c'est important, qui peut amener, permets-moi ce truc, c'est que des gens votent Mélenchon, même s'ils ne sont pas d'accord avec beaucoup d'autres propositions, mais au moins sur cette question-là. Il me semble que c'est le candidat le plus constant pour dire, votez pour moi, il y aura une assemblée constituante. Après, tu peux objecter à une dernière chose, et si Mélenchon ne tient pas parole, mais là, j'ai plus d'arguments. Mais c'est quand même là-dessus qu'on se fait élire, et c'est là-dessus que le 18 mars notamment, on refait une grande marche. On peut aussi dire que si Mélenchon se faisait élire,
largement, et avec un vote d'adhésion et non pas un vote de on l'élit parce qu'on ne veut pas que ce soit Le Pen qui soit élu, par exemple. Il faudrait qu'il y ait tout un état d'esprit du peuple qui ferait que le peuple serait conscient de cette nécessité d'une constituante. Eh bien, dans ce cas-là, oui, mais même ça, je t'arrête. Si Jean-Luc était élu un genre de rejet anti-Le Pen, je pense que les conditions seraient mieux pour dire au pays ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis élu uniquement dans un rejet, donc je vous propose de nous refonder, de discuter. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on nous avait vendu les primaires comme quelque chose qui devait revivifier. Et si ça se trouve, les deux candidats qui seront au deuxième tour, aucun n'est issu des primaires, qui montre que ça ne règle pas le problème. Le problème n'est pas la désignation, le mode de désignation du candidat. La question, c'est ces institutions, ce qu'elles produisent. Et je crois que ça peut être l'occasion de dire, s'il y avait un second tour avec l'extrême droite, la prise en compte du vote blanc, par exemple, pourrait permettre que le citoyen reste actif, même quand le second tour ne lui plaît pas, etc. Donc je pense que, même dans un cas extrême, et tous les jeux, on joue intellectuellement à voir, mais pourquoi pas, même dans un cas extrême, je pense que les conditions seraient mûres à ce que le pays soit disponible, à ce qu'on lui dise, c'est fini la 5e, ça ne peut plus continuer comme ça. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Je voulais participer aussi au débat. En fait, 6ème République, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si Macron, il peut aussi faire une 6ème République et elle sera régressive. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus de quelqu'un qui tient le stylo et qui écrit une constitution progressive. Donc, quelque part, en fait, ce qui va déterminer si la constitution issue de la constituante sera une constitution progressive ou régressive, c'est finalement la méthodologie de cette constituante. C'est comment sont désignés les constituants, les citoyens constituants, et c'est ça qui va faire qu'on aura des parlementaires à l'ancienne, qui vont faire une 6ème République qui sera quasiment la même que la 5e, ça peut tout changer pour rien changer, ou alors des gens effectivement qui soient plus issus de la société civile ou du peuple, et qui à mon avis pourront écrire une constitution progressive. C'est pour ça que moi je suis très favorable à une solution un peu intermédiaire où il y aurait deux chambres. Une chambre avec deux chambres constituantes. Oui, une chambre avec des citoyens constituants élus qui seraient les propositions, qui écriraient les propositions, et une autre chambre de tiré au sort qui trancherait, qui dirait oui ou non, et quand il dirait non, qui donnerait des indications aux élus pour retravailler. Je me suis auto-inscrit dans le débat. Pour moi, le tirage au sort, faut le prendre. Pour moi, il n'est valable que dans le cadre d'une partie et pas totalement. On en a déjà discuté une heure. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'effectivement, la légitimité démocratique, c'est d'abord des gens qui s'impliquent, et le militantisme n'est pas tiré au sort. Ce sont des gens qui vivent leurs idées. Et nous sommes dans un milieu humain, et pour transférer ou pour transmettre des idées, il faut soi-même être convaincu de ces idées. C'est par exemple pour ça qu'on milite pour la 6ème République, et que, grosso modo, on essaye de faire passer cette idée. Le problème du tirage au sort, c'est que c'est un mécanisme froid, et que, grosso modo, dans un pays totalement dépolitisé, on tirerait au sort, et clairement, les gens décideraient. Donc, je pense que ça, c'est une image qui doit être combattue, parce que nous ne sommes pas dans un pays totalement dépolitisé, bien au contraire. Nous sommes dans un pays qui se méfie de ses institutions, à la suite d'un lent cycle de destruction interne de la vie démocratique, parce qu'effectivement aujourd'hui les riches font toujours de la politique, ce sont les pauvres qui n'en font plus. Et le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, qui nous dit que les gens tirés au sort ne subiront pas l'influence d'autres gens qui, de toute façon, à un moment donné, continueront d'avoir leurs idées et continueront de dire ces idées-là doivent s'imposer, et on essaiera de convaincre les gens de tirer au sort. Donc la question du tirage au sort, moi en tant que parti, pourquoi pas, en tant qu'organe de contrôle par exemple, parce qu'effectivement on tire au sort des gens, donc effectivement dans ce cadre ces gens-là seront en capacité de dire voilà, ces règles-là on les fait respecter ou pas respecter. Mais moi je me méfie de tout processus mécanique qui ne tient pas en compte le simple fait suivant, que la politique c'est pas de la mécanique, ce n'est pas de la procédure. Les règles, elles sont toujours humaines. À un moment donné ou à un autre, la position des règles, elles sont humaines. On ne règle pas des problèmes politiques par des fonctionnements et des procédures. Et la véritable question aujourd'hui, c'est qu'on peut penser, par exemple, comme le dit M.
monsieur, qu'on ait deux constituantes, mais quand on regarde là, oui, non, mais c'est une seule constituante avec bicamérale, et donc la deuxième chambre, c'est une chambre de contrôle, exactement comme vous venez de dire, les tirés au sort, ça peut être utilisé pour des chambres de contrôle. Il pourrait y avoir à l'intérieur de la constituante une chambre de contrôle. On est bien d'accord, mais ce genre de projet ne peut exister que si Jean-Luc Mélenchon est élu. Et ça s'appelle un principe de réalité. Le principe de réalité politique aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, c'est qu'effectivement, il doit y avoir une constituante, quelle qu'en soit la forme, eh bien, il faut qu'à un moment donné, il y ait un candidat qui soit élu et qui, grosso modo, porte ce projet. Sauf que ce n'est pas le cas de tous les candidats, et vous l'admettrez. Sauf une révolution, et encore, les révolutions, des fois, ça se finit mal. Donc, la vraie question d'aujourd'hui qui est posée, dans les 4 ou 5 mois restants, c'est bien celle-là. C'est qui propose une constituante, qui propose au peuple de se refonder, et qui propose cette innovation. Je suis pas d'accord, les deux constituantes, les deux constitutions qui ont plus changé la vie des gens en France, peut-être de manière positive, c'est quand même la première constituante, elle n'était pas issue d'une élection, et la 5e République, la constitution de la 5e République, elle n'est pas issue d'une constitution. Donc... Sauf que si jamais aujourd'hui, tu vas avoir une élection présidentielle, allez, on vote Tartampion, parce que je suis filmé et que je ne veux pas dire quelque chose, et que lui ne propose pas la 6e République, est-ce que tu vas pouvoir faire ta constituante dans les faits, dans la réalité? Non. Donc il y a une réalité, il y a un principe politique, il y a un principe de réalité. Ce principe de réalité fait qu'aujourd'hui, nous choisissons le vote, qui est quand même une expression démocratique, qui est quand même une expression, mais quand même une expression démocratique aujourd'hui, parce qu'effectivement c'est une forme représentative. Maintenant elle n'est pas parfaite, elle n'est pas, au contraire, maintenant elle est de plus en plus imparfaite, parce qu'effectivement aujourd'hui un quart des gens vont voter. Ça c'est le problème. Ça c'est le problème. Oui, je finis. Donc la question aujourd'hui, c'est si vous voulez ou nous voulons mettre en place la constituante, quelles qu'en soient ses formes, c'est quels sont les obstacles qu'il faut lever. C'est ça la question qui est urgente, parce que, grosso modo, aujourd'hui, et tu l'as dit toi-même, tu ne penses pas que Mélenchon passera. Moi, je pense qu'il va passer. Voilà. Donc, voilà, je m'inscris là-dedans. Mais si tu veux, à un moment donné, qu'il y ait la possibilité de mettre en œuvre une constituante et de combattre, par exemple, le vote que tu juges représentatif, ou dire, moi j'ai assisté à un atelier constituant, grosso modo, ils veulent faire sauter l'article 27, interdisant le mandat impératif. Ok, après effectivement on pourrait débattre beaucoup plus profondément de ce genre de choses, mais comment aujourd'hui tu mets en œuvre le tirage au sort dans les 3 ou 4 mois? Comment aujourd'hui tu mets en place une assemblée constituante, quelle qu'en soit la forme, quelles que soient les procédures qu'ils choisiront? Parce que normalement, l'Assemblée constituante s'auto-saisit et auto-choisit ses procédures. C'est-à-dire que tout ce que tu as évoqué, l'Assemblée constituante, elle peut te dire, moi je ne suis pas d'accord. Par exemple, voilà, l'Assemblée constituante, tu la tires au sort, et puis voilà, moi je suis pas d'accord. D'aborder trop de sujets, ça ne sera plus un débat, on ne pourra pas te répondre à tout. Oui, non, mais je pense pas que... Vaut mieux qu'on se réponde idée par idée. Oui, peut-être, mais voilà. C'est cette question-là, 2 questions. Je réponds juste une chose et puis je donnerai la parole. 2 questions. Donc la première, c'est qu'effectivement, comment on le met en place? Alors, je voudrais d'abord te dire que au niveau de... Bon, déjà, quand j'ai réagi en disant que le vote n'est pas démocratique, j'ai fait une erreur, parce qu'en fait, c'est une élection que je considère pas démocratique. Bien évidemment, le vote, c'est démocratique. Tu peux préciser, pardon, l'élection n'est pas démocratique. Quand on élit, les critères des électeurs pour élire quelqu'un, ça va être de choisir, de mettre, enfin, de déléguer leur pouvoir de décision, populaire du démos, du pouvoir au peuple, à des représentants. Ces représentants, il va les choisir en espérant choisir les meilleurs, ceux qui le représenteront. Les meilleurs en grec, le meilleur c'est Aristos en grec. L'origine du mot aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. C'est pas idiot en soi. Dire une société où au lieu de donner le pouvoir au peuple, on donnerait aux gens les meilleurs cercles, mais réellement meilleurs, qui seraient à la fois les plus compétents, les plus instruits et les plus vertueux, les plus dévoués au bien commun, et ne le trahissant jamais, ça serait pas absurde.
Mais en revanche, le problème, c'est que quand on est démocrate, c'est parce qu'on ne croit pas à ça, on ne croit pas à cette religion-là. Il peut très bien, je donnerai la parole à monsieur après, il peut très bien y avoir des gens qui se font élire comme ça, mais le problème, c'est que quand face aux différents problèmes de mise en œuvre, etc., face au fait de dire on ne pourra pas, pendant ce quinquennat, faire ces choses-là, il faudra se faire réélire pour après. Après, il y a des stratégies qui visent à se faire réélire pour faire ce qu'on voulait faire. Il y a des stratégies, il y en a qui se font corrompre, il y en a qui changent d'avis, il y en a qui... et un groupe d'élus a tendance... Enfin, le système d'élection, le statut d'élu est un statut qui pousse à la corruption. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera corrompu, que tout le monde... Il n'y a pas un gène d'élu qui rend corrompu, enfin, c'est ça que je voulais répondre, et puis je vais donner la parole à monsieur, enfin que je connais, je ne vais pas vous le cacher. Il s'appelle Alfonso et il a participé au processus constituant bolivien, donc il a une expérience. Je voulais intervenir surtout pour faire une différenciation, parce que sur la question du tirage au sort, il faut comprendre que c'est un outil, ce n'est pas non plus ce qui va résoudre tous les problèmes. Deuxième chose, il faut comprendre que la question de l'outil du tirage au sort est surtout pensée, enfin en tout cas dans le cadre de l'histoire de la Constituante, dans les entités délibératives, où on a besoin que la représentation soit le plus identique sociologiquement. Donc, statistiquement, et normalement, pour une population de 60 millions d'habitants, on a besoin d'environ 1000 et quelques constituants pour avoir avec une marge d'erreur de 5%. Si on veut élargir la marge d'erreur, on peut baisser le nombre de constituants pour avoir sociologiquement une représentation de la population française. Ça veut dire représentation avec toutes les sensibilités politiques, toutes les sensibilités au niveau des métiers et des classes sociales. Après, chaque parti politique a insufflé ses idées aux constituants, à toutes ces personnes qui composent et qui représentent la France. Ce qui est très difficile pour les politiques actuellement, qui font carrière, de penser en ces termes, parce que c'est une rupture totale. Évidemment, c'est pratiquement un suicide. Le tirage au sort en soi-même, du point de vue, on va dire, idéal. Donc, sociologiquement, c'est comme ça la représentation, donc c'est environ 1000 constituants. Et ce qu'il faut comprendre, qu'il y a une différence, évidemment, pour la séparation de pouvoir. Vous avez donc le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc ça compte bien, on est bien d'accord que c'est pour l'entité délibérative, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Pour le pouvoir exécutif, c'est pas la même chose. On peut imaginer des systèmes mixtes de tirage au sort de l'Assemblée nationale ou d'une assemblée constituante, qui n'est pas nécessairement... il n'y a pas de tirage au sort d'un président de la République ou du gouvernement. Alors, et là, on peut faire une descriptif ou une illustration très simple. C'est quand vous demandez de construire une maison, vous pouvez demander à la population, politiquement, avec toutes ses sensibilités, quel type de maison il souhaite. Mais vous n'allez pas demander à tout le monde de construire la maison. Vous avez besoin d'un architecte, donc d'une personne compétente, une personne qui administre, une personne qui est dans l'exécutif et qui a les compétences requises. Ou, dans le cadre politique, évidemment, même le charisme, ce qui est important, ou les habiletés dans la diplomatie, voilà, dans les relations internationales, c'est important. Donc, vous voyez, c'est différent. On peut garder le côté élection, ce qui est l'administration, le pouvoir législatif, avec un tirage au sort qui représente le plus, justement, toutes les sensibilités de la population. Après, c'est une guerre d'idées, évidemment, qu'on exerce dans cette interaction avec les constituants ou les désignés au sort, parce qu'ils ne sont plus des élus, sinon c'est une contradiction, les désignés au sort. Mais ça, évidemment, c'est une rupture avec le système actuel. Dans le pouvoir judiciaire, on peut simplement évoquer que le tirage au sort existe déjà au niveau des assises, et qui pourrait être élargi. D'ailleurs, il y a eu une réforme à un moment donné pour les correctionnels. Et donc, après vous avez mentionné à un moment donné que la question du militantisme, etc. Mais faire attention avec cette idée-là, parce qu'alors on est dans l'idée qu'il y a seulement les gens qui font du militantisme politique qui ont le droit et le monopole d'exercer le pouvoir, et donc d'être élus. Et c'est justement ce que les gens et les citoyens, il faut écouter ce qui se passe, il me semble, dans la population, c'est ce que les gens n'aiment pas trop déjà. Et eux, ils souhaiteraient, en tout cas s'ils souhaiteraient être écoutés, c'est aussi exercer le pouvoir à un moment donné. Et pourquoi pas à travers un tirage au sort. Ça, c'est une première observation de manière un peu générale. Sur le côté pragmatique, parce que c'est vrai, on parle de l'idéal, avoir une assemblée constituante, tirée au sort, etc. Et d'ailleurs,
j'ai oublié une petite mention, c'est que ce qui est important de voir pour les questions des processus constituants et des constituants, ce sont deux choses différentes quand même si c'est étroitement lié. La constituante, c'est l'aboutissement d'un processus constituant, mais en amont, il y a tout un travail. Il faut absolument regarder des expériences à l'étranger. Parce qu'il y a des Français, il y a des Espagnols, il y a des Latino-Américains qui ont beaucoup travaillé dans des expériences qui sont très récentes. Donc il y a beaucoup à apprendre et surtout éviter les erreurs et les pièges. Un des pièges justement, c'est la question de l'élection, et c'est d'ailleurs pour laquelle moi j'adhère à l'idée qui aussi me paraissait comme la plupart des gens un peu loufoque, je sais pas si ça, mais ça m'a rappelé quand même des choses que j'avais étudiées dans le passé, que je l'avais zappé. C'est-à-dire, il faut savoir que ça a marché quand même 2 siècles en Grèce antique, hein, avec un contexte assez particulier. Ouais, mais ça a fonctionné. Ah oui, mais ça a fonctionné sur le principe et sur un échantillon. On ne va pas discuter le type d'échantillon, mais de toute façon, ça, sur le principe, ça a bien fonctionné. Ça s'appelle une analyse biaisée quand même. Non, pas sur le principe. Je parle des principes. Je ne parle pas si les esclaves ou les étrangers n'étaient pas inclus, donc, en supposant que les citoyens et les femmes. Exactement. D'ailleurs, dans le tirage au sort, je rappelle que les femmes, la question des femmes est résolue. Hein, parce que statistiquement, on aura facilement ça. Donc ça, je me souhaite mentionner quelque chose d'autre. Sur la question pragmatique de la réalité, maintenant, aujourd'hui, parce que ça, on parle évidemment, c'est agréable de débattre du point de vue conceptuel, philosophique, etc. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a un contexte particulier. Supposons le scénario de Mélenchon. Et nous, nous l'avons discuté, je crois, à l'association, on a eu beaucoup de divergences aussi entre les membres, évidemment, sur le côté pragmatique. Bon, supposons qu'il y ait quelqu'un qui souhaite tout d'un coup porter les couleurs d'une assemblée constituante. Justement, par l'expérience d'autres processus constituants, l'enjeu politique des règles de l'encadrement de l'assemblée constituante est très important. Décider, supposons qu'à travers l'article 11, dont j'ai des doutes au niveau constitutionnel, que le président Mélenchon puisse l'appliquer, j'imagine qu'il serait retoqué par le Conseil constitutionnel vu comment il est rédigé. Mais supposons. Mais supposons. Oui, supposons, voilà, on décide, je convoque, mais il décide, comme ça se fait dans d'autres pays, plus ou moins comme ça, mais pas tout à fait. Je convoque à une assemblée constituante. L'enjeu majeur, il y a une chose très importante, et c'est peut-être une des plus-values de l'association, les citoyens constituants, puisqu'on a travaillé, mais malheureusement ce n'est pas public, publié partout, enfin, ce sont les règles que doit encadrer l'assemblée constituante. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de convocation, on élit les constituants, et puis eux, ils décident leurs propres règles, c'est pas comme ça que ça s'est passé, et ça ne se passe pas comme ça. Il y a toujours des règles au niveau constitutionnel qui ont un rang, il y a un niveau constitutionnel qui encadre l'assemblée constituante. Et après, à partir de ces règles basiques, c'est-à-dire de temps, d'espace, de durée, de combien éventuellement de commissions vont s'organiser, basiques, je dis basiques, après l'Assemblée constituante, une fois qu'ils sont élus ou désignés au sort, n'importe la moyenne désignation, eux, ils adoptent leur propre règlement intérieur, mais sans dépasser le cadre et les règles constituantes de la constituante. Parce que c'est ça qui fixe les règles de jeu impartial. Et l'enjeu est important. Parce que si tu convoques, et Mélenchon dit, je convoque une assemblée constituante par élection, on va retomber dans les travers de la question médiatique, du pouvoir de l'argent, de l'influence, de tout ce que les gens, les citoyens renient. Par contre, il est possible qu'ils puissent convoquer, pourquoi pas, éventuellement, et c'est à creuser, par tirage au sort. S'il applique l'article 11, pourquoi pas, par tirage au sort. Si ça passe, en tout cas déjà la convocation, je disais, j'ai des réserves, mais supposons que ça passe comme ça, la modalité de désignation est un enjeu politique majeur. Et je rappelle que, justement, des problèmes par rapport à l'avantage du tirage au sort, c'est qu'au plus, ça apaise au niveau aussi du combat politique. Et il est prouvé que, en plus, dans l'expérience qui ont été menées de tirage au sort, que ce soit en Colombie-Britannique ou dans d'autres expériences, même en Islande, je vous rappelle que quand même, il y a eu une portion quand même au moment du processus de tirage au sort, ça apaise au niveau politique, et les idées progressistes, elles passent beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est une chose à observer. Mais l'élection, par exemple, dans le cas par exemple, de la Bolivie, a mené des positions partisanes, et je rappelle que même les constituants n'étaient pas, ils étaient interdits d'appartenir à un parti politique. Donc chaque parti politique, au fait, ce qu'il
c'est reprendre les meilleures personnes, on va dire, de la société civile, ce qui était légitime d'une certaine manière de dire, voilà, au niveau de l'éducation, mais cette personne, elle est reconnue par la population, au niveau économie, voilà celui-là, au niveau de la propriété des terres, c'est cette personne. Donc l'intelligence, par exemple, pour être précis, du parti de Evo Morales, ça a été de reprendre tous ces gens progressistes, mais à la fin, ils servaient de quoi? Mais de boîte aux lettres. Parce que la Constitution, elle était déjà rédigée en amont à un seul parti politique. Donc, il n'y avait plus cet exercice de communication et d'interaction, avec le recul, je le dis, parce que moi-même j'ai participé avec quand même pas mal d'idées dans la conscience. Et à la fin, c'était des boîtes aux lettres. Donc, et c'est ça qui est un peu dommage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le problème politique? Parce que dans la réalité, comme je dis, parce qu'il y a des problèmes d'instabilité politique avec une assemblée constituante. L'enjeu et les intérêts économiques sont tellement faramineux et tellement importants qu'évidemment, avec ces positions partisanes, on est arrivé à un moment donné où on ne pouvait plus, on devait, par exemple, dans les règles d'adoption des règles dans la Constitution, il fallait 2 tiers. Alors, est-ce qu'il fallait 2 tiers ou pas 2 tiers? Il y avait des interprétations, si c'était en commission, si c'était en plénière. C'est pour ça que je vous dis, si ces choses-là ne sont pas résolues en amont, ça peut déstabiliser un pays. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour vous donner l'exemple, il y a eu un moment donné où il a failli avoir un coup d'État à 10 minutes près. À 10 minutes près, on le sait maintenant, avant on ne savait pas ce qui se passait exactement, mais à 10 minutes près, il a failli avoir un coup d'État, parce que l'opposition, comme il y avait des partis politiques, donc ce n'était pas un tirage au sort, il y avait des partis politiques qui avaient quand même, bon, ils avaient leurs élus, et puis le parti majoritaire, Morales, qui avait une majorité, mais pas absolue, mais à un moment donné, nous sommes retrouvés dans une situation de blocage, chose qui ne serait pas arrivée, il me semble, dans un tirage au sort. Je dis que ça aurait été totalement différent. Et en plus, ce qui prouve justement dans le tirage au sort, que c'est beaucoup plus apaisé. Donc il faut, je crois, c'est important, reprendre les expériences de différents pays. La Tunisie aussi a eu une expérience aussi par rapport à l'Assemblée constituante. Il y a des choses intéressantes à prendre et d'autres pas. Le Venezuela, par exemple, a eu des interactions beaucoup plus intéressantes que le citoyen, à la différence, par exemple, de la Bolivie. Donc voilà, il y a des choses qui sont importantes à prendre en compte. Moi j'aurais plein de remarques à faire, mais je vais me taire. Oui. Moi, ce que je voulais dire pour compléter la réponse que j'ai à Alexis là, sur l'implication des citoyens et dans le débat qui serait la conséquence d'une campagne électorale. Je pense que j'avais commencé à répondre sur le fait qu'il fallait un média qui soit représentatif de cette démarche, peut-être mieux qu'une web TV. Dans une démarche comme ça, on pourrait assigner une chaîne de télévision à ça, qui à la fois retransmettrait les débats qui ont lieu, les formations, mais également, on pourrait très bien dire que les citoyens pourraient aussi avoir, quand ils lancent des pétitions destinées à l'Assemblée constituante, avoir accès à ce média-là pour expliquer leur position sur cette pétition et pour faire des appels à la signer. Et donc, tout ce débat que normalement on a dans une campagne électorale qui vise à faire élire quelqu'un, ça deviendrait des débats d'idées autour de ces propositions-là. Et ça dépersonnaliserait ces questions, ça enlèverait la question de la confiance qu'on peut avoir ou de la vertu de telle ou telle personne, ça enlèverait l'implication des partis politiques à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les partis n'aient pas d'influence, mais à ce niveau-là, je pense qu'elle n'est pas souhaitable. Je pense que l'implication des partis politiques, dans un rôle comme ça, ils doivent être des think tanks, des réservoirs d'idées, et venir expliquer aux constituants, devant tout le monde, et retransmis par les chaînes de télévision, les visions et les articles qu'ils souhaiteraient voir écrire, et les confrontations de ces idées à ce niveau-là. Donc, je dirais que moi-même, et pour répondre aussi en même temps, pour compléter la réponse d'Alfonso sur le fait qu'il faut que ce soit des gens qui s'impliquent, moi je suis quelqu'un qui m'implique. Donc j'ai des idées sur ce que j'aimerais avoir dans la Constitution. Donc je pourrais dire, j'aimerais bien me faire élire dans la Constituante, mais je ne suis pas représentatif. Même si je me faisais élire, je ne suis pas représentatif de la population. À la limite, je préfère être écouté en tant qu'expert par les constituants, défendre vis-à-vis d'eux, comme je le fais vis-à-vis de vous, les idées, enfin, où je pourrais développer plus sur la séparation des pouvoirs, sur le fait que pour moi il faut à la fois bien séparer les pouvoirs, mais créer des nouveaux pouvoirs séparés, comme le pouvoir médiatique et éducatif, le pouvoir monétaire, de création monétaire. C'est fondamental si on veut financer
des avancées sociales, il faut avoir la maîtrise de leur financement. Et donc il y a des tas de choses qui doivent être constitutionnalisées. Et là j'ai un petit papier, un truc que j'avais trouvé sur Internet, là, la Constitution, c'est le contrat de travail de nos responsables politiques. Nous, citoyens, voulons choisir qu'ils rédigent et dans quelles conditions. Et j'ai paraphrasé ça que j'avais retrouvé en disant les règles de l'Assemblée constituante sont le contrat de travail des constituants. Et donc, tout comme il n'est pas normal que les élus écrivent eux-mêmes la Constitution, parce que c'est elles qui fixent les conditions d'exercice dans lesquelles ils vont fixer les lois, etc. Ils sont en conflit d'intérêts pour le faire. Il ne faut pas que les constituants décident qu'ils peuvent travailler à huis clos, ou qu'ils puissent doubler leur salaire, comme l'ont fait les constituants tunisiens. Et après avoir viré le dictateur, les constituants tunisiens ont commencé par prononcer huis clos sur leurs travaux. Ils se sont fait élire, hein. C'était des gens, a priori très bien, c'était des gens qui avaient été en prison sous le dictateur, c'était des gens qui avaient été dans l'opposition en exil. Ils se sont fait élire un petit peu sur cette base de confiance, mais une fois qu'on leur a donné un pouvoir, et sans qu'il puisse être contrôlé, on commence par faire le huis clos. Deuxième chose, on double notre salaire, et troisième chose, et bien on écrit une constitution dans laquelle on va définir des rôles qu'on va s'attribuer nous-mêmes. Alors ça, on y répond déjà, je sais qu'il n'en est plus pas question là, mais c'est pour montrer l'importance des règles, et que les constituants ne doivent pas avoir les pleins pouvoirs. Voilà. Et ces règles-là, alors, nous, on les écrit en atelier constituant, mais on ne se prétend pas légitime, et pour moi, on fait que des brouillons, et on fait un défrichage. Il faudra peut-être penser à un moment donné à une assemblée pré-constituante pour finaliser ces règles-là, et peut-être même les faire accepter par référendum dans le cadre de la... Tu la désignes comment ton assemblée? Pardon? Tu la désignes comment ton assemblée? Ah bah pardon, je sors. Non, mais... Ouais, ouais. Ah oui, parce que si je dis on n'est pas légitime, c'est parce que nous n'avons pas été tirés au sort, nous ne sommes pas représentatifs de toutes les couches de la population. Et si je dis pour légitimer ça, il faudra peut-être une préconstituante, il est bien évident qu'il faudra qu'elle soit légitime. Quelqu'un d'autre pour réagir je voulais juste réagir à deux choses. Dans votre représentation, je le dis comme ça en toute amitié, dans votre représentation, j'ai l'impression qu'on fait vraiment confiance aux statistiques. Sauf que, comme tout outil humain, les statistiques, c'est pas parfait. Premier point. Ça, je pense qu'il va falloir bien dire les choses. En plus, si vous faites un peu de théorie mathématique, vous verrez que les mathématiciens considèrent les statistiques comme des recettes de cuisine, en quelque sorte. Donc, je ne pense pas, moi, qu'on puisse totalement substituer le gouvernement humain par le gouvernement des choses. Parce que la société humaine n'est pas une chose. Et s'imaginer que, grosso modo, statistiquement, on sera plus représentatif que le vote actuel, au moins le vote, même s'il est aujourd'hui imparfait, a au moins ce mérite. Quand on regarde les votes, il y a plein de gens qui ne vont pas voter, ça nous questionne. On est bien d'accord. Ça nous questionne. Après, effectivement, ça nous questionne. Donc, la question qui se pose, à mon sens, c'est de résoudre cette non-implication. Autant je suis d'accord pour le tirage au sort, parce qu'effectivement, ça peut être intéressant de capter une population dans un processus de conscientisation. Là-dessus, ça ne pose pas de problème. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Autant intégrer et substituer aujourd'hui une mécanique qui est certes imparfaite, mais qui demanderait à une perfection, parce que pour moi, la vraie question, c'est comment impliquer les gens politiquement. C'est pas de savoir si les politiques sont pourris, c'est pas de savoir si à un moment donné... C'est comment se fait-il qu'aujourd'hui, une démocratie représentative qui a mis 100 ans à se créer, ou des partis de gauche, quand on regarde l'histoire, se sont créés dans le sang, hein, quand même, clairement, voilà, aujourd'hui en sont arrivés à ce que les choses qu'ils défendent, les idées qu'ils défendent et les gens qu'ils défendent soient totalement battus en brèche. Ça, pour moi, ça c'est la vraie question. Ensuite, la question du tirage au sort, elle est intéressante en soi. Parce qu'effectivement, en tant qu'organe de contrôle, alors là-dessus, je suis entièrement d'accord. Vraiment. Et en tant que processus de conscientisation, je suis entièrement d'accord. Maintenant, sur le deuxième aspect,
la question des règles. Mais la question des règles, elle est essentielle. Mais comment tu veux définir un cadre? Qui définit le cadre? Mais cette question, elle est essentielle. Si tu ne laisses pas le cadre à l'Assemblée constituante, la personne qui va avoir défini le cadre, elle peut biaiser tout ce que tu veux. Il suffit simplement de définir un cadre. Donc voilà, c'est pas possible, tiens. Donc, Tu l'arrêtes, c'est tout. la question du cadre, elle est totalement essentielle. Parce qu'en fait, on part du principe où l'Assemblée constituante réagirait à certaines règles. Sauf que ces règles, qui les promulgue? C'est une question totalement essentielle. Et l'Assemblée constituante ne peut pas fonctionner sans règles. Je vais répondre à ça par l'Assemblée préconstituante. Oui, mais l'Assemblée, mais là, c'est ce qu'on appelle un raisonnement régressif. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante, elle réagira à quelles règles? Et l'Assemblée surconstituante, elle réagira à quelles règles? Ça s'appelle une... Mathématiquement, ça n'a pas de solution. C'est un nombre avec des milliers et des milliers de décimales qui n'ont pas de fin. C'est un irrationnel. On ne peut pas résoudre cette question rationnellement. Si jamais on ne définit pas les choses. Après, effectivement, on peut tirer au sort une assemblée qui fera des règles pour la prochaine assemblée. C'est possible, pourquoi pas. Mais sans ces règles, c'est pas possible. Qui a décidé d'ailleurs pour la France insoumise des règles de l'Assemblée constituante? Mais c'est la règle de l'Assemblée. Personne n'a défini d'abord des règles pour l'Assemblée. Pour l'instant, il n'y a pas de règle définie? Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'une proposition de réunir une Assemblée constituante. Et comment on va définir le mode d'élection, ou le nombre de tirés au sort? Qui va définir ça? Avec quelle légitimité? L'Assemblée constituante, en tant que telle, c'est le peuple qui se fonde lui-même. Donc, à un moment donné, soit tu lui imposes des règles, soit tu dis, bah, mesdames et messieurs, vous avez les clés, et vous faites les choses. Mais voilà la réalité. Alors, effectivement, aujourd'hui, tout n'est pas défini. Regarde, tu vois, je te mens pas, j'ai pris le même papier, mais tout n'est pas défini. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut bien d'abord sortir d'un cadre qui existe, la Ve République, et ensuite en créer un autre. Mais si jamais on donne les clés au peuple, il faut qu'à un moment donné, ce peuple, soit il fonde lui-même les règles, soit on les lui fonde. Mais si on les lui fonde, c'est-à-dire que si on lui met le corps de règles, à un moment donné, voilà, mais si on lui fonde le corps de règles, en quoi cette assemblée serait constituante? Puisqu'on lui aurait déjà donné des règles. Or, normalement, la Constitution, c'est les principes selon lesquels la société accepte d'être gérée. Et je peux te répondre à ça. C'est que la démocratie n'est qu'un idéal. Il faut que je réponde à mon truc, c'est vraiment grave. Voilà, je suis vraiment désolé. Bon, bah, je vais répondre aux autres. Bon, la démocratie n'est qu'un idéal duquel on ne peut que s'approcher. La démocratie totale, ça serait que nous votions tous nos lois, nous décidions tous de tout, et que nous le fassions en plus en connaissance de cause, après avoir bien étudié tous les aspects de chaque question. C'est impossible. Donc, on est obligé à un moment donné de s'en approcher. Donc, le tirage au sort n'est qu'un des moyens de s'en approcher. Et maintenant, au niveau des règles, comment est-ce qu'on va définir ces règles-là? Forcément, à partir du moment où on essaye d'arriver vers la démocratie, et que pour y arriver, on se dit qu'il faut des règles, et qu'on n'est pas en démocratie, ces règles ne pourront que s'approcher de la démocratie qu'on veut. Et si on redescend comme ça, à un moment donné, il y a des gens qui prennent l'initiative, et si une personne a une idée, moi quand j'ai une idée, avant que j'en parle à quelqu'un, elle est totalement autocratique. Puisque il n'y a que moi qui l'ai eu cette idée. Et puis après, je vais la partager avec quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est à visée autocratique. Je peux avoir une idée à visée démocratique. Mais ça va être à moi de la faire légitimer comme idée démocratique. D'abord par 2 personnes, par 3 personnes, et puis peut-être, et si j'arrive à la faire légitimer par le peuple entier, même si c'était une idée individuelle, c'était une idée qui du coup se récupère une légitimité démocratique. Et nous, on se bat pas pour avoir le pouvoir en tant que citoyen constituant, ou non plus je pense pas, et donc c'est la qualité de notre sincérité qui peut être aussi présumée par le fait qu'on ne demande pas à avoir le pouvoir, qui va donner cette légitimité-là, à charge, bien sûr, que nos idées soient critiquées, battues en brèche, et dénoncées si on y voit de la fourberie. Voilà, du coup, ça voudrait dire peut-être que la
première assemblée constituante serait une méta-assemblée qui, elle, serait chargée d'édicter les règles pour la prochaine. Oui, alors nous, oui, tout à fait. C'est déjà ce qu'on fait quand on fait nos ateliers constituants. Une fois par mois, nos ateliers constituants ouverts au public et où on travaille sur les règles de l'Assemblée constituante. Et d'ailleurs, les résultats qui pour moi sont des résultats provisoires ne sont pas des positions de l'association, parce qu'on est souvent en minorité par rapport aux gens qui viennent voir ce que c'est qu'un atelier constituant, et quand on fait des votes, des articles en fin de séance, eh bien, les visiteurs, on va dire, ont les mêmes droits de vote que nous. Et nous, en tant qu'association, on ne fait pas nos propres ateliers constituants pour dire quelle doit être la vérité qu'il faut donner. On a chacun notre point de vue, et on en débat en atelier constituant avec tout le monde, mais pas entre nous. Alfonso, vous demandez la parole. Ce que je voulais faire, c'est faire une observation. Il ne faut pas confondre la forme et le fond. C'est-à-dire l'Assemblée constituante, les règles de l'Assemblée constituante, en fait, c'est la forme, qui est un enjeu politique important, soit élu, élection ou tirage au sort. Et c'est l'encadrement. Ça ne décide pas le fond. Donc les règles d'une Assemblée constituante, ils sont toujours en amont. Ils ont toujours, en général, un rang constitutionnel. Dans d'autres expériences d'autres pays, dans la plupart des pays en général, c'est une loi de convocation d'une Assemblée constituante, et cette loi est une loi spéciale ou organique qui a un rang constitutionnel, qui est d'encadrement, qui convoque l'Assemblée constitutionnelle, qui fixe le nombre de personnes élues en tirage au sort, n'importe, la durée, l'endroit, le siège de l'Assemblée constituante, son mandat, évidemment à la durée et pas sur les sujets traités, parce que ça, évidemment, la constituante a tous les pouvoirs pour pouvoir décider la matière, puisqu'il va réécrire la Constitution. Donc il ne faut pas confondre le fond et la forme. Et la forme, c'est toujours au rang constitutionnel. En France, il y a trois possibilités, il me semble. Soit Jean-Luc Mélenchon est président, article 11, il décrète immédiatement, avec, par exemple, en utilisant ce qui a été travaillé dans nos ateliers constituants, les règles, les possibles projets de règles d'une Assemblée constituante, c'est-à-dire la forme, par décret, il convoque, soit par élection, soit par tirage au sort, et puis, voilà, il y a l'Assemblée constituante. Donc vous avez la forme, le cadre, et ça serait constitutionnel, il n'y aurait pas de souci à ce côté-là. Mais il pourrait y avoir évidemment beaucoup de critiques, parce que la responsabilité politique est énorme. Soit on le fait dans le deuxième scénario en deux temps. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, comme disait Emmanuel, convoque à une pré-constituante qui seulement sera des personnes soit élues, soit tirées au sort, et qui vont définir le cadre de la constituante. Rien que ça. Je rappelle qu'en général, ces articles, ça ne dépasse pas les 20 articles d'encadrement. C'est vraiment basique. Je vous dis, c'est la forme, c'est pas le fond. Et troisième possibilité, et je crois que ça sera c'est la plus réaliste au fait, c'est qu'il y a un problème dans la Constitution française, c'est que l'Assemblée constituante n'existe pas. Oui, d'accord. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je répète, il faut revoir les différentes expériences dans différents pays, c'est-à-dire faire un travail comparatif. Ça s'est fait en deux temps. Malheureusement, on voudrait aller plus vite parce qu'on voit bien ce qui se passe et les enjeux et le court terme. Mais le plus logique à la fin, c'est se dire, si on prend le recul, on dit, il va falloir faire en deux temps. Il va falloir faire une réforme de la Constitution qui inclut la possibilité de convoquer une Assemblée constituante dans la Constitution française. Et puis, par après, la convoquer, je ne sais pas après combien de temps, quand une fois elle sera adoptée et en suivant toutes les règles par le Congrès, etc., qui c'est une procédure assez longue et difficile, et je dirais même très difficile en France, puisqu'il faut compter à ce moment-là avec les rapports de force des partis politiques. Voilà. On a une autre réunion, non? Ouais, on a une réunion. Non, mais bon, vraiment, c'est un débat qui est stimulant, moi, qui me fait toujours évoluer. Mais ce que tu dis, ton prénom c'est Alfonso. C'est vrai que la Ve République, il n'y a pas de porte de sortie vraiment. Bon, donc je parle sous ton contrôle, tu as l'air d'être beaucoup plus juriste que moi. Soit on convoque le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres, et je crois que les 2/3, il peut y avoir du Congrès, peuvent éventuellement proposer qu'il y ait la convocation d'une Assemblée constituante. Ou alors, ce que nous disons, c'est qu'il y a aussi cette possibilité, sur la base d'un référendum, le président de la République, est-ce que vous me donnez le droit de convoquer une Assemblée constituante, qui nécessairement amènera sans doute, tu évoquais le Conseil constitutionnel, mais en dernière analyse, c'est un rapport de force. La 4ème République est morte dans un moment où en vérité c'est sous la menace d'un coup de force de l'armée, en raison de la crise algérienne, etc.
une constitution se meurt toujours dans des conditions confuses, mais honnêtement, je crois qu'on est dans un moment aujourd'hui où il y a une disposition majoritaire dans le pays que ça ne peut plus continuer comme tel. Donc il y aura du rapport de force, il y aura peut-être un conseil constitutionnel qui s'arc-boutera, mais on pourra avancer. Bon, deuxièmement, moi après, j'entends vos arguments, c'est bien de réfléchir. Il y a aussi la politique et la révolution citoyenne dont on parle, ce rapport de force. Bon, c'est aussi une question de savoir-faire. Et il faut qu'il y ait une mobilisation populaire. Sans quoi, cette affaire sera difficile. Moi, à ce stade, je ne reprends pas ce que je disais tout à l'heure, mais il me semble que nous pourrons nous appuyer sur le débat démocratique qui aura lieu dans le pays, qui durera 2-3 mois de campagne électorale pour désigner des gens. Alors c'est vrai qu'il peut reproduire des cas de figure que l'on connaît, mais en même temps, ce seront des gens qui seront désintéressés, dans le sens où ils n'auront pour ambition que d'être élus députés constituants. Une fois élus, le problème aujourd'hui, c'est la professionnalisation de la vie politique. C'est que pour toute une série de gens, c'est une manière de sortir quasiment de leur... voilà, de s'extraire, de faire profession. Non pas qu'on est des amateurs, mais je veux dire, être élu à vie pose toute une série de problèmes. Donc on pourrait même pointer un paradoxe que Jean-Luc Mélenchon, lui-même, étant quelque part lui aussi un homme politique qui a mené un combat, mais qui est l'instrument, c'est la même question que... C'est ce que je répondais tout à l'heure. Non mais j'entends, je veux dire, Jean-Luc en est lui-même conscient, il est à la fois, il incarne quelque chose, et en même temps tout en luttant contre l'ultra-présidentialisation et l'ultra... Mais bon, comme je dis parfois, quand on commence le paradoxe de l'initiation. Bien sûr, quand on commence le mondial de foot, tu viens pas avec ton ballon ovale, quoi. Je veux dire, là, voilà, c'est une élection présidentielle, il faut qu'elle soit incarnée dans quelqu'un, et en même temps, il est celui qui pose le problème que si vous votez pour moi, je serai le dernier président de la 5ème République, ce qu'il a déjà dit et ce qu'il répète. Bref, donc à ce stade, même si franchement, moi je réfléchis toujours et j'irai voir ce que vous racontez, je pense que nous n'avons pas les moyens de faire évoluer les consciences au point où si nous donnons pour tâche avant au moins le mois de décembre 2017 d'avoir convoqué ça, d'aller à ce point à rebours du fait que encore beaucoup de gens sont attachés dans ce pays à ce qu'il y ait une campagne, à ce qu'on désigne les gens, et je ne crois pas que les conditions soient idéologiquement, culturellement réunies pour arriver à ce point. Alors je te vois sourire, je ne te convainc pas, mais pour que ce soit totalement sous la forme d'un tirage au sort. Il n'empêche que ce que déjà dit Jean-Luc, on est favorable à ce qu'il y ait une part de cette assemblée qui pourrait être aussi constituée, pourquoi pas un tiers de gens tirés au sort, qui pourraient être en quelque sorte, non pas une minorité de blocage, mais une respiration entre les deux. Et ça aussi, ça pourrait faire évoluer les choses. Dernière question, comment on fait tout ça? C'est vrai que la France Insoumise est un mouvement qui n'est pas un parti. C'est vrai qu'il y a eu des arbitrages entre 3000 contributions et que voilà, ça s'est passé aussi sous une forme parfois de consensus et que j'entends que beaucoup de gens qui aussi s'engagent à la France Insoumise sont porteurs du tirage au sort, n'étaient pas complètement satisfaits du fait qu'on n'ait pas totalement retenu cette idée. Voilà, pour l'instant, c'est un mouvement qui évoluera après cette élection et qui n'a pas réglé toutes ces questions-là, j'entends bien, mais qui quand même pointe une direction originale, reste attaché à l'idée que c'est au peuple de rédiger sa propre constitution, de ne pas déléguer cette tâche indispensable à des grands sachants ou à des députés élus pas pour ça et qui risquent de prolonger le professionnalisme et la caste en fait, la constitution d'une caste, parce que c'est ça le sujet. Oligarchie, caste, le détachement d'une couche de gens qui font de la politique. Et là-dessus, c'est vrai, Michel, la question, c'est pas la bonne foi. Il y a des gens qui sont devenus députés bien, et puis qui, pour essayer, il y a un effet système qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait même plus comment sortir de ça. Pour se faire réélire, on est peu courageux, on va dans le sens de ce que dit le groupe va dans le sens de ce que dit l'autorité du parti. Et bon, il y a un effet système qui se fait que vous avez des gens qui après se retrouvent dans une situation de détachement. On le voit dans l'affaire Fillon. Que ce soit légal ou pas, ce qu'a dit François Fillon, son mode de défense est inacceptable. Il ne voit même pas qu'il trouve normal qu'il est rémunéré à 2 à 3 fois le salaire médian des gens qui sont incapables, il s'avère que ce sont des gens de sa famille, de justifier la moindre activité professionnelle. Mais ça, n'importe lequel d'entre nous, c'est inacceptable. Et on voit bien que cet homme élu depuis 1981 est dans des mœurs politiques. Bon, et c'est ça qu'il faut... je crois quand nous disons pas de réélection, pas un seul parlementaire déjà élu, etc., c'est peut-être incomplet, mais c'est déjà une manière quand même de pointer, de pointer des choses et de mettre un coup de balai, quoi, un renouvellement profond. Voilà. Mais, moi, vous l'avez compris, je ne me situe pas dans le court terme. Enfin, j'aimerais bien que ça ait lieu demain. C'est ce que je voulais te dire, c'est que nous, on essaye modestement, avec l'enflure nécessairement sur la campagne, d'être des praticiens du moment. Voilà, si on est élu, des praticiens du moment, dans un moment de bouillonnement politique
que nous on même peut qualifier de révolution citoyenne, de forces politiques qui vont nous faire trébucher, etc. Bon, je crois, on évoquait tout à l'heure l'histoire qu'il y a eu des moments par ailleurs, que ce soit la Première République ou même la Quatrième, il y a eu des débats constituants, c'est conforme à l'histoire de notre pays, même si c'est perfectible, et qu'à ce stade, je pense que les conditions politiques ne sont pas réunies, et ça nous couperait en plus, comme vous disiez tout à l'heure, le tirage au sort, c'est un outil démocratique, mais la campagne électorale aussi est un outil politique démocratique de mobilisation populaire, et nous en aurons besoin. Nous aurons besoin d'un peuple mobilisé à tout moment. Je voudrais répondre à ça parce que, je veux dire, moi comme je dis, j'ai pas toujours été partisan du tirage au sort, j'ai longtemps cru ça. J'avais voté en 81, j'avais fait un vote d'adhésion à François Mitterrand. C'était un vote d'adhésion, je pensais vraiment je me rappelais de 7 ans avant, dans sa campagne, il avait dit la droite veut garder le projet de la droite est de garder le pouvoir, mon projet est de vous le rendre. Enfin, j'étais resté sur cette idée-là et j'avais donc fait un vote d'adhésion. 7 ans après, j'ai fait un vote de rejet de ses opposants. C'est-à-dire j'ai continué à voter pour lui, mais pour faire contre les autres. Et puis à chaque fois, finalement, quand tu dis les militants ils veulent exprimer une politique, etc., le peuple n'a jamais eu le pouvoir avec l'élection. C'est toujours la bourgeoisie qui s'arrange pour garder le pouvoir avec le système électoral. Et là, ça va être encore le cas. Alors je suis désolé de doucher des espoirs, mais pour moi, ça va être Macron ou je pense pas Le Pen, mais vraisemblablement Macron qui va être élu. Et ça ne me satisfait pas du tout. Mais par contre, j'entends bien cette possibilité. Oui, mais tu es conscient, si tu permets que je te coupe, que le problème aujourd'hui, que 9 milliardaires possèdent 80% des médias, ne règle pas ton problème, que même dans une assemblée tirée au sort, la question de la domination intellectuelle, culturelle, par des outils médiatiques de masse, tu vois, tu peux avoir aussi des situations d'influence, même tirées au sort. Ouais. Donc je veux bien, tu me réponds tout à l'heure et tu as parfaitement raison. Le tirage au sort, ça marche si on arrive à casser les monopoles. Je veux bien, mais tu vois, les tâches, nous on est... et là où je suis totalement d'accord avec toi, et c'est honnête, c'est que tu te situes sur le temps long. Et j'entends, et c'est très pertinent, et c'est vraiment stimulant sur le plan intellectuel. Mais franchement, vous pensez qu'au mois d'octobre-novembre, on aura eu le temps de régler tous nos problèmes, de casser les monopoles, de dégager... Bon, et on peut se retrouver avec une assemblée constituante de gens tirés au sort, qui se mangent du BFM et de 8 télé ou CNews tous les matins. Et qui va décréter la retraite à 80 ans. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, là où dans beaucoup de pays, nos amis du Venezuela, ça leur a été dit, mais nécessairement ils se sont retrouvés très vite en confrontation avec des chaînes privées et tout. Tous les reporters sans frontières qui disaient, mais la question de chaînes privées financées notamment par l'étranger qui menaient des campagnes politiques contre le gouvernement était une question immédiate, parce que c'était le problème d'ordre... Moi, je me réjouis beaucoup de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise sur cette question du tirage au sort, qui s'était pas gagné il y a quelques années. Quand on a créé l'association des citoyens constituants, c'était pas du tout gagné cette évolution. Alors je dis pas que c'est grâce à nous, hein, mais je me réjouis beaucoup de cette évolution-là. Là où je peux t'appuyer, c'est que si demain, clac, on tirait au sort une assemblée constituante, comme le terrain n'est pas mûr encore, comme cette revendication. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, je pense qu'il est plus important de mettre de l'énergie à populariser cette idée-là que d'essayer de faire élire un candidat. Alors, je vois bien tout le côté positif de passer le message, mais je vois aussi le côté négatif, qui pour moi est central, qui est de légitimer le gagnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se présente à ce système-là sans en dénoncer le travers, et encore plus peut-être avec des bonnes idées, avec vos bonnes idées, le gagnant pourra très bien dire, écoutez, ces idées-là d'assemblée constituante ont été dans la campagne, etc. Les Français les ont rejetées. C'est une supercherie, bien sûr, mais c'est ce qui sera fait. Et ça, pour moi, je ressens ça, moi, comme un frein à la progression d'idées. Il y a le côté positif de diffuser le message, et je ressens ce frein-là. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu as raison? J'en sais rien. Là, on est dans le subjectif. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas des ennemis. Hein. Je voudrais souligner aussi un truc qui a été dit, qui me paraît très important, c'est que s'il y a une première constituante citoyenne, elle ne va pas faire une constitution parfaite, mais il pourrait y en avoir une deuxième, 5 ans ou 10 ans plus tard. C'est l'ouverture déjà à quelque chose de différent de ce qui se faisait avant, et donc ce sera, même si c'est pas 100% tiré au sort, ça peut être que positif à mon avis. Toute une nouvelle constitution pourrait déjà avoir l'initiative citoyenne, législative citoyenne, l'initiative de référendum, qui permettrait justement,
avec des nouveaux mécanismes que la démocratie vive, révocation des mandats et tout ça. Mais moi je vous dis une chose, hein, en tout cas comme message, avec la question de tirage au sort, il ne faut pas mépriser les gens, il faut avoir confiance en eux. Il faut avoir confiance en eux. Penser que parce qu'il y a un tirage au sort, ça va être n'importe quoi, c'est faux. Non, j'ai pas dit. Non, c'est la population, c'est comment les gens vont l'appréhender. Je pense qu'ils peuvent être bien sûr influencés, mais comme ça il y a différents. Je pense qu'on continuera à échanger sur cette question. Moi j'ai confiance, je l'ai vu dans les ateliers, ce qui m'a étonné, même surpris. Non, mais il n'y a pas de souci autour de ça. La véritable question qui se pose, c'est concrètement, aujourd'hui, le vrai problème de la réflexion intellectuelle, c'est qu'on ne rentre pas dans la réalité concrète des rapports de force. Et dans cette réalité concrète des rapports de force, une très bonne idée peut se transformer en enfer. Donc la véritable question qui se pose derrière, c'est qu'effectivement on n'est pas hostile au tirage au sort, on l'a dit, puisqu'effectivement, si on était hostile au tirage au sort, on n'aurait pas fait cette soirée. Et moi je n'irais pas engueuler la personne qui a fait une autre soirée en même temps que nous et qui m'a bousillé. On attendait beaucoup plus de monde que ça. Donc effectivement aujourd'hui on va s'arrêter là, on va remettre ça, on va rediscuter, et puis voilà tout. Et c'est comme ça qu'avancent les idées. Comme ça le temps court va rencontrer le temps long. Voilà. Merci à tous. Merci.